Bonjour Leïla, alors est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Je m'appelle Leïla Cheby, j'ai 36 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Écoute, bon anniversaire. Merci. Et qui je suis actuellement, je travaille dans une mairie de banlieue de Seine-Saint-Denis, la mairie de Stein, et où je suis responsable de la vie associative. Ça, c'est pour ma vie professionnelle. Et puis sinon, d'un point de vue militant, je suis co-animatrice du pôle auto-organisation de la France Insoumise. Et je suis, comme tu l'as dit, candidate aux élections européennes. Vas-y, explique-nous un peu ce que tu as fait, ton parcours. Je suis sur Paris depuis 2005. Je suis arrivée à Paris à la fin de mes études. Je suis diplômée de Sciences Po Toulouse. J'ai grandi à Toulouse. Et je suis arrivée sur Paris à la base pour un stage à la fin de mes études. Et à ce moment-là, je me suis greffée à la création d'un collectif qui s'appelait Génération Précaire et qui dénonçait le fait que dans notre société, il y avait plein de gens qui travaillaient gratuitement, sans contrat de travail, sans salaire ni rien, sans droit, les stagiaires. Et donc on a mis en place des actions coup de poing médiatiques pour mettre dans l'opinion publique un problème qui, à l'époque, l'était pas. Le problème des stages, qui était devenu un frein à l'emploi. Alors que c'était censé constituer à la base une passerelle pour l'emploi. Donc au monde de ce collectif-là, on fait énormément de bruit. On rencontre tous les ministres de l'époque qui sont concernés par le problème, mais il n'y a rien qui change. Bon. Un an après, avec les copains de Génération Précaire, on se retrouve face à un autre problème qui touche toujours les jeunes diplômés, actifs, les gens qui, il y a 20 ans avant, étaient pas susceptibles de se retrouver en galère, quoi. C'est le problème du logement. Le même parcours du combattant qu'on a pour avoir un emploi quand on a fini nos études, eh bien, c'est l'identique quand il s'agit de trouver un logement. On vous demande de gagner 3 fois le prix du loyer, d'avoir des CDI quand c'est devenu le Graal inaccessible, le CDI. Et donc, on emploie les mêmes méthodes qu'on avait employées à Génération Précaire. C'est-à-dire, comment on va faire pour se faire entendre quand on n'a pas accès au levier traditionnel du mouvement ouvrier. On décide de débarquer dans des appartements à louer et d'y improviser des crémaillères festives. Concrètement, on repère la chambre de bonne à louer à 800 € avec les chiottes sur le palier, et on débarque avec cotillon, mousseux, musique, et du coup ça permet en fait de médiatiser le problème. Parce que quand le journaliste il arrive, il a face à lui le propriétaire qui lui déroule qu'il a fait un crédit et qu'il est obligé d'avoir un locataire qui tous les mois lui rembourse le crédit. Il a le discours du vrai postulant à la location, le discours du militant et la petite illustration sympa avec les confettis. Et en fait, à la base, j'avais pas du tout prévu de m'engager en politique. Oui, c'est ça. Comment est passé ton engagement militant associatif à l'engagement politique? En fait, à Jeudi Noir, comme avec Génération Précaire, là où où ça marche à fond, c'est que on fait le buzz. On fait le buzz direct et on arrive à avoir une couverture média de dingue. Et ce qui fait qu'en fait, on arrive à s'imposer dans l'agenda médiatique et donc dans l'agenda politique. On a rendez-vous au bout d'1 mois d'existence de Jeudi Noir, on a rendez-vous avec Jean-Louis Borloo, qui était à l'époque ministre du Logement. On avait bossé, il y avait nos actions médiatiques, coup de poing, tout ça, mais il y avait aussi derrière des propositions. On avait élaboré des propositions de loi, on avait des mesures. Certaines mesures qui coûtaient de l'argent, d'autres qui coûtaient rien. Et en fait, quand on va dans le bureau du ministre, quand on ressort, il n'y a rien qu'à changer. On a une fin de non-recevoir. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que je prends conscience que en fait, il faut occuper le terrain politique et que tant qu'on n'aura pas véritablement un gouvernement un pouvoir politique qui fera le choix de privilégier l'humain sur les marchandises, le droit au logement, sur le droit de rien faire de sa propriété, le droit de tous de bien vivre correctement, d'avoir un salaire plutôt que d'exploiter des gens sans contrat de travail. Tant qu'on n'aura pas ces choix politiques, nos revendications, elles n'auront pas beaucoup de chances d'aboutir. On pourra gagner comme ça des victoires, loger des gens, ce qui est déjà énorme, mais à une échelle de masse au niveau de la société, nos propositions... donc c'est à ce moment-là que je décide de m'engager en politique. Et pourquoi la France Insoumise alors? La France Insoumise, à l'époque, ça n'existait pas. Oui, bien sûr. Et donc en fait, à l'époque, moi j'ai commencé d'abord par le NPA. Oui. À l'époque, il y a Besancenot qui décide de lancer le NPA, qui s'appelait avant la LCR, en disant on va transformer la LCR et on va construire un grand parti à la gauche du PS de tous ceux qui refusent le système capitaliste. Et donc je m'investis à fond là-dedans. En fait, rapidement,
je suis désenchantée. Je me rends compte qu'en fait, ce qui était censé être la construction d'un nouveau parti qui rassemble tout ce qu'il y a, toute la gauche qu'on appelait à l'époque la gauche de transformation sociale, quoi. En fait, c'est un peu du flan, c'est un peu une arnaque, et qu'on est dans une opération de relooking de la LCR, on va dire, quoi. Donc c'est là que j'essaie de quitter, en fait, et je sais plus en quelle année c'était, je crois que c'est en 2009, où je fais le choix de rejoindre le Front de gauche. Il y a le Front de gauche qui se crée à l'époque. Ça m'a permis de faire la campagne, de me présenter au municipal. D'accord, donc tu t'es déjà présenté sur une liste. Ouais. C'était en quelle année ça? Ça c'était en 2000. Alors j'ai été candidate aux législatives en 2012 pour le Front de gauche. Et j'ai été candidate aux élections municipales en 2014. D'accord. Okay. On a fait campagne avec une baraque à frites. D'accord. C'était, franchement. Et alors qu'est-ce que tu retires de cette expérience? La baraque à frites? La campagne, oui, la campagne. Non, mais je veux quand même parler de la baraque à frites. Pardon, vas-y. Justement, non, mais qu'est-ce que je retire? C'était super parce que, en fait, je pense qu'un fil conducteur, et c'est pour ça que je me retrouve complètement dans la France insoumise, c'est, depuis que j'ai commencé à militer, c'est comment on fait en sorte de ne pas s'adresser à nous-mêmes au microcosme, en fait. Et ça, c'était depuis, je te parlais de Génération Précaire, Jeudi Noir, où on aurait pu se dire, on fait un tract, et puis on essaie d'avoir un maximum de signatures en bas du tract d'organisation, ou même on fait une pétition, une manif, quoi. Et c'est pas le cas, parce qu'à chaque fois, on disait comment on fait en sorte que la mémé devant sa télé, elle s'identifie. Elle se dit, c'est mon petit-fils qui pourrait être touché. Après, c'est pareil, dans toutes les actions, ce qui était important, je pense, et ce qui est un écueil souvent du militantisme, c'est de rester engoncé dans les codes, dans les routines, qui parlent finalement qu'à une minorité extrêmement minoritaire de la société. Autrement, en fait. Autrement, et surtout par les grands angles, en fait. Et quand on a donc ça, pour revenir à la baraque à frites, donc je suis candidate aux élections municipales en 2014, on se dit les réunions dans les salles, les réunions publiques dans les salles, genre le truc quand il fait froid là dans les préaux d'école, où t'as que les convaincus qui viennent, alors que t'as distribué je sais pas combien de tracts, on a fait ça, on en fait 0. Par contre, on va distribuer des tracts, certes, mais en fait, on a eu l'idée de louer. En fait, on a mis l'essentiel du budget de campagne dans la location d'un camion snack, où il y avait une friteuse, un vrai camion frites, et on faisait des frites, et on proposait des frites aux gens. Et là, du coup, tu avais des gens qui jamais se seraient arrêtés. Si on s'était contenté de leur distribuer un tract, jamais ils se seraient arrêtés, qui venaient discuter, parler politique, qu'est-ce qui se passe, tout ça, et c'était une super expérience, quoi. Enfin voilà, dans ce genre de moment, quand on sort des routines, c'est là où on prend du plaisir à militer, parce qu'un truc aussi, quand je parlais des fils conducteurs dans mon militantisme, c'est le fait de prendre son pied, quoi, en fait, quoi. Je pense que c'est important de pas être, j'ai pas de médaille à recevoir parce que je milite, je le fais pas par sacrifice de moi-même, je porte pas ma croix, je suis pas Mère Teresa, je le fais, personne me force à le faire, personne me force à passer des soirées en réunion ou à faire des actions militantes plutôt que d'aller au ciné comme font plein de gens, du coup j'ai une culture cinématographique pourrie, pourrie parce que ça fait des années que je milite, mais je le fais parce que je prends mon pied, et ça c'est important. Et quand moi dans toutes mes expériences militantes, dès que je prenais plus mon pied, ciao, parce qu'en plus c'est là où t'es pas efficace, quoi. T'es efficace quand tu prends du plaisir. D'accord. Et c'est parce que tout à l'heure tu évoquais l'auto-organisation. Je pense que c'est ça qui t'a amené aussi à monter ce pôle. Je sais pas si tu veux en dire 2 mots sur le travail que tu as fait là-dessus. Alors justement là, sur l'auto-organisation, en fait, moi à un moment donné où j'avais un peu mis le frein sur. Donc j'ai passé un concours, donc j'ai passé le niveau professionnel. J'ai passé le concours d'attaché territorial quand j'en ai eu marre d'enchaîner les CDD. J'ai eu mon concours et puis j'ai finalement réussi à être embauchée par une collectivité pour le valider. Et à ce moment-là, je me suis dit, attends là, Leïla, t'arrêtes un peu. Enfin, je me suis dit ça plein de fois dans ma vie, mais je me suis dit encore une fois, Leïla, maintenant t'arrêtes de militer, là, tu te concentres sur ta vie professionnelle, c'est ta priorité, quoi. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais bon, donc à ce moment-là, en fait, il se trouve que j'étais en pause un peu de militantisme et j'ai rencontré des gens qui pratiquaient ce qu'on appelle le community organizing. Et en fait, c'était une façon d'aller mobiliser des gens qui sont en dehors de tous les champs institués du mouvement social, quoi, qu'on croise ni dans les manifs concrètement, qu'on croise ni dans les réunions, et d'aller les mobiliser en partant de leur colère quotidienne, de les accompagner dans la transformation de leur colère
c'est-à-dire par exemple mon ascenseur est en panne, l'école de mes gamins est insalubre, transformer leur colère en revendication collective, leur revendication en action collective, leur action en victoire, et de se dire que par des petites victoires, on crée du pouvoir d'agir. Les gens créent du pouvoir d'agir, et ce pouvoir d'agir-là, c'était la meilleure des portes d'entrée vers l'engagement. Plus que n'importe quel baratin, n'importe quel discours lyrique sur le bien fondé de passer à une 6e République et de se mettre à faire la révolution citoyenne quand on galère, qu'on est aide à domicile et puis qu'on a ces 4 gosses et qu'on a autre chose à penser que d'aller à la Réunion, là où même si le gars était bien sympa, celui qui nous a filé un tract. Et donc là, en fait, moi où j'ai halluciné, c'est que ces gens-là que j'ai rencontrés qui pratiquaient le community organizing, donc qui s'appelle l'Alliance citoyenne, ils étaient en capacité de mobiliser des réunions de 90 personnes en quelques semaines. Et sur ces 90 personnes-là, t'allais voir, sur ces 90 personnes, t'en avais 85 qui avaient jamais foutu les pieds dans une manif ou dans une réunion militante, quoi. Et c'est là qu'en fait, l'année dernière, après la campagne présidentielle, quand on se posait la question, on se dit bon là, on n'est plus en période d'élection. Il y a eu la moitié des gens qui se sont pas déplacés pour aller voter aux législatives. On dit qu'on veut fédérer le peuple, mais ça peut pas être que du baratin, ça doit être une réalité. Et nous, on peut pas se satisfaire d'une démocratie quand il y a autant de gens qui se déplacent plus pour aller voter. Et donc c'est là qu'en fait, en se posant la question, on s'est dit bah tiens, est-ce que justement on pouvait pas profiter de cette période où il n'y a pas d'élection pour aller chercher vraiment ceux qui viennent pas vers nous et avec ces méthodes-là qui sont pas l'apanage d'un mouvement politique, parce que ça nécessite un peu d'aller à rebours des réflexes militants. Ça nécessite de mettre au fond de sa poche son étiquette, son discours, de pas arriver en disant « Salut, je suis de la France Insoumise » et puis dérouler le programme, d'écouter les gens, d'être dans une posture où on est en retrait, parce qu'on est là pour faire émerger du pouvoir et de l'action collective, où c'est les gens qu'on va voir qui sont les principaux acteurs. Il y a une fraîcheur chez les insoumis et les insoumises, en fait, qui est due au fait qu'il y a un certain nombre d'insoumis et d'insoumises qui n'ont jamais aussi, dont c'est la première expérience politique. Donc nous, quand on a lancé ça, quand j'ai lancé ça avec William et Manon, on s'est dit, mais ça va peut-être être mal pris le fait de faire de l'auto-organisation. On va nous dire, non mais c'est pas comme ça qu'on milite. C'est quoi l'intérêt d'aller faire du porte-à-porte si je peux pas prêcher pour ma paroisse, quoi. Et en fait, au contraire, il y a eu un engouement assez fou de la part des insoumis, et il y a eu pas mal d'expériences au bout d'un an là qui sont vraiment très intéressantes. Voir plusieurs petites victoires comme ça, qui ont finalement des grandes victoires pour ces gens. Et surtout, ça permet, c'est une porte d'entrée vers l'engagement. J'en parlais avec un chercheur qui est spécialiste de ces questions-là, donc le community organizing, qui est très pratiqué aux États-Unis. Et on est la première organisation politique à avoir fait le choix de mettre en œuvre ces méthodes-là. Et du coup, tu parlais à venir tout à l'heure. Là, tu te présentes pour être sur la liste donc, de la France Insoumise pour les élections européennes. Pourquoi tu t'es présenté et surtout, comment tu te vois, toi, en tant que député ? Ouais. D'abord, je pense que j'ai vachement hésité avant de me présenter. J'ai vachement hésité parce que l'année dernière, j'avais été candidate aux législatives. Dans ce cas-là, j'avais mis tous mes congés pour faire la campagne. Il y avait la présidentielle avant, ce qui fait qu'au mois d'août, quand tu bosses, toi, pendant que tous tes collègues sont en vacances, c'est un investissement de faire une campagne. Et donc c'est pour ça que j'ai vachement hésité à le faire. Finalement, donc quand je l'ai fait, c'était vraiment, donc c'était pas parce que en fait. Je voulais pas non plus rentrer dans le truc où on se présente à chaque élection, en fait, quoi. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a toujours fait flipper, en fait, c'est le fait de devenir la caricature des militants qui deviennent des militants professionnels coupés du reste du monde. Et donc, je voulais pas me présenter à cette élection en me disant parce que tiens, je me suis présentée aux législatives, j'ai pas été élue, donc je me présente aux élections européennes. Et donc finalement, je l'ai fait. Être députée européenne, là où ça va être un gros changement par rapport ça fait combien, plus de 10 ans que je milite, c'est que c'est un truc que tu fais à temps plein. Et moi j'ai toujours eu peur d'être une militante qui fasse de la politique de façon déconnectée de la réalité.
J'ai toujours voulu avoir mon boulot, ces dernières années, en plus dans des quartiers populaires qui permettaient de pas être déconnecté, et puis j'ai toujours flippé de faire ça à temps plein en fait. D'accord. Quand je vois, certains politiques qui sont tellement déconnectés de la société, quoi, et qui sont censés représenter le peuple, mais qui en sont tellement éloignés. Et là, en fait, donc à la fois, donc ça veut dire que tu fais ça à temps plein, t'as plus de boulot, c'est à Bruxelles que se passe l'essentiel des activités. Donc t'as l'éloignement géographique, t'as l'éloignement technique, parce que on va être dans un contexte technocrate et le risque, c'est justement de pas se faire bouffer, enfermer là-dedans. Donc pour moi, justement, les enjeux. Si je suis élue députée européenne, mes modèles d'abord, c'est le travail que font les 17 députés à l'Assemblée nationale, quoi, clairement. Je vais peut-être dire quelque chose d'un peu bateau, quoi, mais c'est ramener de l'humain, la parole du peuple dans le Parlement européen. Moi, je vois un peu la posture de député européen de la même manière que les squatteurs d'immeubles en plein centre de Paris, où tu dis je squatte cet immeuble, j'y loge des gens, mais je dénonce quand même le fait que cet immeuble, il aurait pas dû être vide, parce qu'il aurait dû servir à faire du logement, parce qu'il y a beaucoup trop de demandes de logement par rapport à l'offre. Ouais, et puis par exemple, tu vois, il y a une question, par exemple, l'évasion fiscale. Moi, j'aimerais bien me dire s'il y a un truc, c'est pas mentir aux gens, c'est pas vendre du rêve, mais il y a un truc qui est possible au Parlement européen, sur lequel moi j'ai envie je me le mets en défi un peu, c'est que je veux qu'avant la fin de mon mandat, McDonald's ait payé ses impôts. Moi, ça fait aussi, on n'a pas parlé de ça, mais j'ai mené un certain nombre d'actions dans le cadre des luttes de chômeurs précaires dans des McDo, où on débarquait, faire la misère à McDo. Et là, en fait, McDo se fait de l'argent, se fait des bénéfices de dingue et échappe à l'impôt, et même se déclare qu'il fait pas de bénéfices pour toucher des subventions via le CICE, et paye ses salariés une misère avec des conditions de travail pourries. Et ça, c'est un levier sur l'évasion fiscale, où je pense que c'est un des rares trucs sur lesquels on peut avoir de la marge de manœuvre. Il peut y avoir un consensus. On va dire c'est un peu l'équivalent quand je parle du consensus des sujets du style la loi sur la fin de vie à l'Assemblée nationale, des choses sur lesquelles elles sont pas très nombreuses, mais sur lesquelles je pense qu'effectivement on peut gagner. Et sinon, après de façon plus générale, en fait, moi je me dis j'aimerais bien en profiter de ces élections et du mandat de députée européenne et de ce que pourrait faire le groupe des députés insoumis, à essayer de constituer une espèce de mouvement européen. Ce qu'on essaye de construire d'ailleurs, ce qu'on a commencé avec Maintenant le Peuple. Et je pense qu'il y a un vrai truc à créer qui soit ni un parti européen, ni ce qu'on a pu connaître à l'époque avec les mouvements sociaux européens, les forums sociaux européens, parce que l'idée c'est pas de reproduire ce qui s'est passé par le passé, mais il y a vraiment une synergie à créer entre, par exemple, on va prendre les travailleurs d'Uber, les travailleurs ubérisés. Fin octobre, il va y avoir à Bruxelles la première assemblée européenne des livreurs à vélo. Typiquement, c'est le truc sur lequel on peut mettre en lien, avec ce mouvement Maintenant le Peuple, les travailleurs qui subissent tous les mêmes conditions de travail partout en Europe, qui partout en Europe finalement sont pas tellement représentés par les syndicats que ça, parce que les travailleurs précaires, c'est des travailleurs précaires, ils passent sous les radars des syndicats, et en même temps, il y a moyen de porter leur voix dans le cadre du Parlement européen, d'en profiter pour sortir de toute leur technocratie, technicité, et pour vraiment pointer les questions de protection sociale en lien avec l'évasion fiscale de ces boîtes qui échappent à l'impôt. Donc c'est un peu comme ça que je vois mon rôle en fait, quoi. C'est-à-dire lanceur d'alerte, et puis faire le lien avec le peuple, avec les principaux concernés. Et ramener la voix du peuple, ramener la voix de l'humain, ramener de l'humain dans le cadre du Parlement européen. Après, il y a autre chose, je pense, qui est important c'est de se dire qu'en fait, là, mon poste de combat, il va être en tant que candidate aux élections européennes, peut-être en tant que députée européenne, mais on peut pas le déconnecter du reste de la raison d'être de la France Insoumise, de l'objectif de la France Insoumise. Notre objectif, c'est de prendre le pouvoir, et de prendre le pouvoir d'abord là où elle est la souveraineté du peuple, c'est-à-dire dans le pays, au niveau national, en 2022, dans le cadre des élections présidentielles. Et en fait, le fait de l'action du groupe des 17 députés, ça doit s'inscrire comme une étape dans cette prise de pouvoir. D'accord. Comment ? Par exemple, encore une fois, en prenant le modèle des 17 députés à l'Assemblée nationale, en
en produisant des amendements, même si on n'a pas le droit d'initiative législative, à chaque fois en démontant, en faisant passer notre programme, notre contre-proposition par un travail sérieux, ce qui nous permet en fait d'atteindre, de passer un cap, un seuil à la fois dans la crédibilité, dans la visibilité. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois le rôle de député. Mais en tout cas, en agissant à chaque fois sur les différents leviers, quoi, on va dire. Ok, bah ça fait un beau programme. En tout cas, je te remercie et je te souhaite bonne chance du coup pour cette élection européenne. Ben, merci beaucoup.